Jusqu'à midi, c'est tout vu avec Jean-Michel Zeka sur Bel RTL. À l'occasion des 30 ans de la disparition de Thierry Leluron, Virginie de Closade signe un récit étonnant sur les 110 dernières semaines de la vie de Thierry Leluron. Ça s'appelle De bruit et de fureur. On va en parler avec elle. Elle est notre invitée en direct ce matin. Bonjour Virginie de Closade. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Et j'ai envie de dire, c'est marrant parce que j'avoue, très franchement, avant qu'on discute du livre, je vous attendais pas là-dessus, moi. Et vous m'attendiez où alors? C'est intéressant ça. Bah ouais, non mais je sais pas, Thierry Leluron. Alors sans doute parce que je savais pas que vous êtes la nièce de son ancien manager. Oui, il y a une histoire familiale. C'est-à-dire que moi-même, je vous avoue que je m'y attendais pas trop à y être là près de Thierry Leluron. J'avais Voilà. une image assez désuète, assez ringarde, assez foncée, en fait, faut bien le dire. Et en fait, ma famille est liée à Thierry parce que effectivement, mon oncle fut son manager de 81 à peu près, ou 81-86, et mon grand-père, son dernier producteur. Et donc, c'est eux qui ont accompagné Thierry dans la lutte qu'il a menée contre ce qui était à l'époque le cancer gay, c'est-à-dire le sida. Mmh. Et moi, je vous avoue qu'au départ, quand mon grand-père est décédé, il avait sur lui une lettre de Thierry, donc ça m'avait extrêmement étonnée, parce que, surtout que la lettre, elle est dans le livre d'ailleurs, n'a rien d'extraordinaire, elle ne vaut que par la valeur affective qu'il y mettait, quoi. Mmh. Et j'étais quand même très étonnée de savoir que mon papy s'était trimballé pendant des années, 30 ans mesuré, quoi. 30 ans avec la lettre de Thierry sur lui, quoi. Et là, je me suis dit, il y a quand même, il s'est passé quelque chose de plus fort que ce que j'imagine entre eux. Et à un moment où j'avais envie de créer une histoire autour des débuts de la pandémie, du sida, le tout début des années 80, quand personne ne sait rien, quand juste c'est la peste, en fait, c'est la nouvelle peste. Mmh. Et là, mon oncle m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas sur Thierry? Et Lynn Renaud avait déjà dit qu'il était mort du sida. Sa sœur avait sorti un ouvrage confirmant les dires de Lynn Renaud. Mon oncle n'avait jamais voulu parler avant que quelqu'un de proche ou de la famille dévoile les choses. C'est incroyable cette omerta parce que finalement tout le monde dans le milieu savait plus ou moins. Non, mais c'est parce qu'on regarde ça du haut de 2016. C'était déjà en 86, il y avait encore cette idée complètement désuète aujourd'hui que la vie privée était privée. Donc personne ne communiquait sur sa sexualité, personne ne faisait des coming out, c'était un truc qui restait dans la chambre à coucher. Je vous rappelle que chez nous, Mitterrand avait une double vie et qu'aucun journaliste ne pensait que c'était même lié à l'État, éventuellement, que ça pouvait intéresser les Français. Mmh. Donc vous voyez d'où on part. Ça, c'est 1986. Et ensuite, quand cette maladie débarque, c'est une telle frayeur que c'était impossible de parler. Parce que si vous parliez, vous signiez votre arrêt de mort social. Et Thierry ne vivait que pour être sur scène. S'il avait parlé, la scène se serait vidée dans la minute. Quand Rock Hudson a été hospitalisé à l'hôpital américain, qu'on a annoncé qu'il avait le sida, dans la demi-heure, la maternité de l'hôpital américain s'est vidée. Et les médecins de l'hôpital américain n'ont eu de cesse que de mettre Rock Hudson dehors, quoi. Donc c'était ça à l'époque. C'est ça qu'il faut replacer ça dans le contexte des années 80, parce que votre bouquin, c'est ça aussi. C'est une espèce de... Je sais pas, on a grandi tous à peu près, autant qu'on est ici, dans la mélancolie des années 80, finalement. Parce que c'est des années qui nous parlent, c'est des années qui nous ressemblent. Et on a surtout le sentiment, quand on vous lit, que c'est la dernière décennie des années légères, faciles, avant les années sida. En tout cas, c'est ça que j'ai découvert en travaillant sur cette période avec Thierry, donc de 84 à 86 pour être précise. C'est qu'en fait, c'est la fin d'un monde et l'émergence du monde dans lequel on vit. Donc, au moment où émerge le sida partout dans le monde, se met aussi en place la vraie communication politique. Par exemple, Mitterrand arrive en 81 accompagné de Jacques Séguéla, et ça va changer pour toujours la façon de faire de la politique. Donc il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger en même temps que le sida, qui est le monde dans lequel on vit, et qui aujourd'hui, comme il est un peu dur, effectivement, on a tendance à le regarder avec pas assez de poésie, mais j'imagine que dans 10 ans ou 20 ans, on regrettera les années que nous vivons maintenant. Sans doute. C'est pour ça que je parlais de mélancolie. Virginie, vous avez eu, grâce à votre oncle, accès à des documents assez exceptionnels, assez privés. Alors, j'ai eu accès, pardon, je vous interromps. Non, ce qu'il y a de dingue, c'est que personne ne les avait demandés avant moi, en fait. Et ils ne m'attendaient pas, les documents. Comment vous expliquez ça, que personne ne s'y soit intéressé? Parce que... Alors, attendez, je réfléchis. Je pensais que je vous avais perdu.
Non, je réfléchis, je sais, ça se perd, mais je pense, alors ça dépend des époques. Je pense qu'il y a eu un long moment où il y avait vraiment cette omerta. Et je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai pu grandir alors que j'étais vraiment normalement aux premières loges avec cette image assez ringarde de Thierry. Parce qu'en fait, ces 30 dernières années, on a raconté une histoire qui n'en était pas tout à fait une, quoi, qui était une histoire à moitié. Et puis ensuite, je pense que c'est plus compliqué à raconter, quoi. C'est-à-dire que mais en même temps, comment vous voulez parler d'un garçon quand même qui a 34 ans quand il décède, qui dès 82 voit, parce qu'il faut quand même mesurer ce que c'était, ça veut dire que c'est des gens qui allaient dans les boîtes gays, donc qui étaient déjà un monde complètement parallèle au monde hétérosexuel, qui allaient dans les boîtes gays, donc dans l'indifférence hétérosexuelle, et qui, ça veut dire que vous arrivez en boîte le samedi soir et vous dites, il est où René ? Mort. C'était ça, quoi. Toutes les semaines, vous alliez et on n'osait même plus demander des nouvelles des gens parce qu'on savait que quand on les voyait pas, c'est qu'ils étaient morts ou quasiment sur le point de l'être. Et on comprenait rien. Et c'est une génération en plus magnifique qui a disparu. C'est une génération hyper créative, qui a fait justement les belles lettres de ces années, qui a fait qu'on regarde ces années avec mélancolie. C'est cette génération-là qui est partie. Virginie, ce livre, c'est pas un roman, c'est pas une biographie. C'est quoi finalement ? Un récit ? On va dire ça comme ça. Le récit, en tout cas, des 110 dernières semaines de la vie de Thierry Leluron. Ce qui est étonnant quand on vous lit aussi, c'est de découvrir que finalement, vous avez été bercé, votre enfance, elle était bercée par Leluron, forcément par la proximité qu'avait avec lui votre oncle. Et que au bout du compte, ça vous saoulait presque d'entendre parler de Leluron avant d'entendre. C'est-à-dire que je voyais les yeux s'embrumer comme ça de mon grand-père, de mon oncle à l'évocation de Thierry. Et on avait le chien de Thierry, Teddy, avec qui on a grandi, nous, avec qui on a joué. Et il y avait j'avais une sorte de jalousie mesquine d'enfant, quoi. Vous savez, moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter que la vie pouvait être chouette avant ma naissance. Je trouvais ça terrible. Alors, de savoir qu'ils avaient partagé quelque chose qui, visiblement, avait été un énorme morceau pour eux, parce que mon grand-père a produit des artistes absolument dingues. Il n'a jamais eu cette réaction-là avec Thierry. Il y avait vraiment quelque chose de filial, quoi. Non pas qu'il s'est pris pour le père de Thierry, c'est pas du tout le propos, mais il y avait vraiment une affection presque comme un fils, quoi. Ça l'a bouleversé, en fait, d'enterrer ce gamin de 34 ans, quoi. Vous saviez quoi ? Vous saviez quoi sur Leluron avant de raconter son histoire ? Qu'il était mort du sida au crayon. C'est tout. Ouais, en gros, quoi. Mais parce que ça m'avait jamais beaucoup intéressé. Vous l'aviez jamais vu sur scène ? Ben non, moi j'avais 5 ans quand il est décédé. Donc j'ai dû le croiser. Je pose la question parce que c'est le premier spectacle que j'ai vu. Je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans et c'est le premier vrai spectacle vivant que j'ai vu sur scène. Et je peux vous dire que c'était une immense bête de scène. Vraiment. En tout cas, ça s'appelle De bruit et de fureur. C'est paru chez Plon. C'est étonnant de constater aussi que c'est le même titre qu'un film de Jean-Claude Brissot. Je ne sais pas si vous le savez, Virginie. Tout à fait, mais vous savez d'où ça vient, parce que c'est le titre de Faulkner aussi, Le beau et la fureur, et ça vient de Lady Macbeth, c'est Shakespeare, parce qu'on doit toujours tout à Shakespeare. Elle a bossé. Qui a cette référence dans Lady Macbeth qui dit que la vie, ce n'est que du bruit et de la fureur raconté par un fou qui n'a pas de sens. Voilà, et le film de Brissot raconte l'histoire d'un type plongé dans la violence d'un milieu et dont la vie va se consumer comme une étoile filante. C'est étonnant quand même. Eh ben, ça lui va bien. Il y a des similitudes. On vous embrasse, Virginie. Moi aussi, je vous embrasse, merci. À bientôt, bonne journée et bonne fête de fin d'année. Vous aussi, très bonne fête. À très bientôt, merci encore. Au revoir. Jusqu'à midi, C'est tout vu. Jean-Michel Zeka sur Bel RTL.